Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc, avec nous sur ce Zoom aujourd'hui. Je suis Magali Hull, je suis professeure au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et chercheuse au Centre de recherche Culture, Art, Société, le CELAT. Donc, au nom du comité d'organisation de l'exposition et du symposium Écran Total, je vous souhaite donc la bienvenue. Nous voudrions simplement commencer en soulignant que les terres sur lesquelles est bâti le centre de design de l'UQAM font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Nous reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine. Donc, pour commencer, donc, bienvenue, comme je vous le disais, c'est aujourd'hui la journée donc, de vernissage de l'exposition Écran Total. Nous sommes toutes et tous assez heureuses et excitées par cet événement. Donc, cette exposition, elle est présentée au Centre de design de l'UQAM à Montréal et elle accueille pour la première fois au Canada les photographies de Jean Baudrillard, mises en dialogue avec les œuvres de Adam Bazanta, Charlie Doyon, Clint Hens, Mishka Henner et Vasim Bati, Pénélope Imbrico et Chouanier. Donc, en compagnie de penseurs et de penseuses marquants et marquantes des images et du numérique, des conférences, des tables rondes, des ateliers vont interroger les différents rôles et places de l'écran dans nos pratiques sociales et culturelles quotidiennes et prolongent réflexivement l'expérience que vous ferez donc de l'exposition. La journée d'aujourd'hui, elle ouvre avec une conférence de Hans Heist et elle va se poursuivre à 12h30, excusez-moi, avec l'ouverture officielle de l'exposition en présence de Marine Baudrillard. Et on terminera en fin d'après-midi assez tard, donc de 17 à 18h30, avec une rencontre avec 3 artistes internationaux de l'exposition. Comme vous voyez, la conférence qui nous rassemble ce matin, elle est proposée en traduction LSQ. LSQ, c'est la langue des signes québécoise. Donc, je remercie les participants et les participantes de parler relativement doucement, mais on remercie surtout donc, les interprètes pour leur travail. Simplement pour vous dire aussi, si vous voulez voir en fait la conférence affichée sous le mode de panel, il suffit d'aller sur le mode affichage qui est en haut à droite de votre Zoom et de cliquer donc sur le mode intervenant. Donc, si vous cliquez sur intervenant, vous aurez le panel plutôt que la mosaïque. Donc, avant de lui céder la parole, je vais présenter donc Louise Pelletier qui va animer cette séance. Donc, Louise Pelletier est architecte de formation et docteur en architecture. Elle est professeure à l'école de design de l'UQAM. Elle a été directrice du programme de design de l'environnement, puis directrice de l'école de design, avant de devenir directrice du centre de design de l'UQAM, qui accueille donc l'exposition Écran Total. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages sur l'histoire et la théorie de l'architecture et travaille actuellement sur la mise en exposition du design et de l'architecture. Donc Louise, je te cède la parole. Merci Magali et bienvenue à tous. Bienvenue à cette conférence de Dan Zeit qui justement aborde ces enjeux liés au rôle et à l'omniprésence des écrans dans la vie contemporaine. Sa présentation prendra comme point de départ le texte vraiment crucial de Baudrillard, La guerre du Golfe n'a pas eu lieu. Elle abordera la manière dont les artistes Haroun Farocki et Omer Fast, ainsi que le groupe de recherche interdisciplinaire Forensic Architecture, questionnent les technologies militaires et de reconnaissance. Le film Reconnaître et poursuivre d'Haroun Farocki se concentre sur les missiles autoguidés dont les images ont été largement diffusées pendant la Première Guerre du Golfe pendant les années 90. La vidéo 5000 Feet is the Best d'Omer Fast repose sur un entretien mené avec un ancien pilote de drone à Las Vegas. Les projets de Forensic Architecture se construisent en rapport avec les conflits armés actuels, notamment au Pakistan et en Syrie. Une question vraiment d'actualité. À travers des approches différentes, les œuvres et projets interrogent les notions de simulation et de temporalité, qui se reflète évidemment dans les écrits de Baudrillard, ainsi que l'impact des technologies militaires sur la perception des conflits armés contemporains. Hans Heist est maître de conférences à l'Université Rennes 2, membre de PTAC et membre associé de TEAMED de l'Université Paris 8. Ses recherches actuelles portent sur l'attention auditive et les seuils de la perception en art contemporain.
Elles ont été précédées par des recherches sur des développements liés à la surveillance, aux technologies militaires et au big data et se concentrent plus généralement sur le rapport entre les pratiques artistiques et des développements sociopolitiques et économiques contemporains. En 2019, elle a dirigé le projet de recherche et de publication Sound Unheard et co-organisé l'exposition éponyme ainsi que l'exposition écomagnétique. Elle est curatrice de l'exposition Polyforme. Alors, Anne, je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci beaucoup, Louise Pelletier, pour cette introduction. Et un grand merci au comité d'organisation de l'exposition et du symposium Écran Total de m'avoir invité pour cette conférence inaugurale. Je suis ravie et honorée de pouvoir introduire ce beau projet aujourd'hui. Je vais tout de suite commencer par la conférence autour de donc, la représentation de la guerre à partir de la guerre du Golfe n'aura pas lieu de Jean Baudrillard, qui est paru début février 1991, Baudrillard écrit « La guerre du Golfe a-t-elle eu lieu ?» Et fin février, la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, avec une parution partielle de ce texte un mois plus tard, en mars 1991, dans Libération également. L'été 1990, l'Irak avait annexé le Koweït. En janvier 1991, les armées américaines et britanniques avaient attaqué Bagdad et des positions irakiennes au Koweït. Il y a eu lieu des bombardements massifs en cette période, et les estimations officielles indiquent autour de 100 000 morts, sans prendre en compte les décès dus aux conséquences de cette guerre. Qu'est-ce qui a amené Baudrillard à déclarer cette guerre comme hyperréelle, comme non-événement? En insérant le sujet de conflit armé dans son postulat, plus jamais le réel n'aura l'occasion de se produire. J'ai choisi le sujet des conflits armés et de la guerre parce qu'il s'agit effectivement ici d'un sujet extrême qui n'est pas représenté en tant que tel dans l'exposition même, mais il me semble intéressant de voir dans des pratiques artistiques de 3 artistes contemporains, Harun Farooqi, Omer Fast et du groupe de recherche Forensic Architecture, de quelle manière ils ont pu refléter les temporalités qui émergent des nouvelles technologies militaires et le rapport entre l'événement et sa simulation dans leurs différents travaux. Je vais commencer avec un partage d'écran. Pardon. J'espère que ça fonctionne. Harun Farooqi, en rapport avec la trilogie iMachine, dont vous voyez une image ici, qui a aussi été réalisée sous version filmique Reconnaître et poursuivre de 2003, écrit « Un genre d'image qui faisait fureur en 1991 pendant la guerre du Golfe. Dans cette guerre n'apparaît plus qu'en marge les photos aériennes d'avions la surveillance images filmantes. Il s'agissait en effet de la première télévision de la version anglaise was for the most amazing footage from the nose cameras of smart bombs and relatively few images of human casualties, none from the Allied forces. Il y a eu donc une diffusion massive d'images de la guerre et du champ de bataille, orchestrée par le militaire américain et britannique. Selon Baudrillard,
Désormais, le virtuel a remplacé l'actuel, en annihilant l'événement de la guerre par sa simulation, reflétée donc par la guerre du Golfe. Dans cette même lignée, Paul Virilio, dans La machine de vision, avait écrit en 1988, dans le contexte de la guerre froide, un transfert de la guerre de l'actuel au virtuel, une déception de la guerre d'extermination mondiale dont les moyens mis en œuvre et sans cesse perfectionnés pervertissent l'économie politique, entraînant nos sociétés dans une déréalisation généralisée qui affecte tous les aspects de la vie civile. Je vais commencer par différents projets de Harun Farooqui, un artiste et réalisateur allemand, né en 1944 et décédé en 2014, qui montre de façon significative la rencontre de la production d'images et de la destruction de ce qui est rendu visible à travers ses différents films et projets, notamment dans son film Images du monde et Inscription de la guerre, réalisé bien avant Reconnaître et poursuivre, en 1988. Farooqui montre l'automatisation croissante de la technologie militaire, ou du moins la façon dont les instances militaires spécifiquement sur les premiers clichés pris du camp d'Auschwitz par des aviateurs en 1944. Il étudie les images issues de la surveillance et de la reconnaissance militaire, leur contexte de réalisation et de réception, ainsi que leur fonction. Les pilotes pouvant difficilement juger s'ils ont atteint leur cible et avec quelle efficacité, on commencera durant la Seconde Guerre mondiale à installer des appareils photos sur les bombardiers. La photographie qui conserve, la bombe qui détruit, les deux se rejoignent désormais. Les bombardiers furent les premiers postes de travail équipés de caméras pour contrôler l'efficacité de la manœuvre. Dans son travail qui montre sur 2 écrans, installation vidéo, I Thought I Was Seeing Convicts de 2000, ou dans sa version française, Images de prison, Farooqui analyse la violence des technologies de surveillance dans le contexte d'une prison de haute sécurité américaine, Corcoran, en Californie. Le point de départ est une séquence enregistrée par une caméra de surveillance dans la cour bétonnée de la prison. Je le cite. « Aujourd'hui, pouvoir et violence agissent la plupart du temps impersonnellement. Le pouvoir ne s'exerce plus que rarement de tout près. De même que le pain n'est plus cuit sur place, les abattoirs aussi sont loin. La cour de la prison de Corcoran, un coin de béton. Il n'y pousse rien. En plus de la caméra derrière la fenêtre, des gardiens armés. Angle de vue et angle de tir coïncident. » Dans iMachine, Harun Farooqui approfondit les questions du rapport entre vision mécanique et action humaine, entre reconnaissance et destruction, et une certaine vision armée en rapport avec la médiatisation de la guerre du Golfe. Dans le texte Vision armée, le théoricien et artiste américain Jordan Crandall décrit l'automatisation et la militarisation du regard et théorise le développement de la vision en plongée dite aérienne. Je cite Crandall, « Nous passons du point de vue machinique de la caméra à cette perspective qui détruit toute perspective. Notre axe de vision fusionne avec le projectile. Cette nouvelle orientation aérienne cherche par nature à dévoiler ce qui est caché en s'inspirant de la nécessité de pénétrer dans les profondeurs de l'image. » Jordan Crandall rejoint ici les thèses de Paul Virilio, notamment dans L'insécurité du territoire de 1976 et La machine de vision de 1988. Virilio insiste ici sur l'influence de la technologie militaire sur la vision. Je le cite, « Cette technologie a permis la production de la machine de vision, capable non plus uniquement de reconnaissance des contours des formes, mais d'une interprétation complète du champ visuel, de la mise en scène proche ou lointaine d'un environnement complexe. » Virilio annonce la venue des machines de vision destinées à voir, à prévoir à notre place, capables de nous supplanter dans certains domaines, certaines opérations ultra rapides où nos propres capacités visuelles sont insuffisantes du fait de la limitation, non plus de la profondeur du champ de notre système oculaire,
mais du fait de la trop faible profondeur de temps de notre prise de vue physiologique. Il voit l'émergence d'une nouvelle perception du temps, par essence liée à l'automatisation de la vision. Le passé, le présent et le futur seront ainsi remplacés par le temps réel et le temps différé. Lorsque l'on aperçoit au radar ou en vidéo un engin menaçant en temps réel, écrit-il, le présent médiatisé par la console d'affichage contient déjà le futur de l'arrivée prochaine du projectile sur sa cible. Dans son texte sur iMachine, Farooqui distingue temps réel et live en référence à un texte de Klaus Teweleit paru dans la Lettre internationale en 1991. Teweleit écrit « Une action est dite en temps réel quand la simulation d'un processus a lieu simultanément dans le monde réel avec la même durée de temps. » Teweleit donne deux exemples de processus se déroulant en temps réel. Le premier est un missile programmé pour pouvoir à la fois simuler et guider réellement ses mouvements. La simulation de l'action a lieu en même temps que la véritable action. Le deuxième exemple sera le commandant du missile qui suit les mouvements sur l'écran de contrôle grâce au même programme qui contrôle le missile. Alors, le missile sur l'écran explose en même temps que le monde réel. Teweleit précise, ce ne sont seulement les images qui ont été libérées de leurs coordonnées spatiales, mais nous sommes aussi devenus fictifs, ainsi que le temps comme qualité d'image. Pour poursuivre, l'humain englouti par la simulation tend à se dissoudre dans des processus militarisés en temps réel. Cette confusion amoindrirait notre capacité à sentir la présence réelle d'un événement et l'instant de son déroulement. Teweleit dit que les Irakiens visés par les missiles et leur système de visualisation étaient traités comme des personnages simulés mourant sous nos yeux en temps réel. Ainsi, on rejoint les thèses de Baudrillard sur la déréalisation, mais plutôt d'une impression de déréalisation qui s'exprime ici chez Farooqui, et en même temps, il met en garde contre le fait qu'il y aurait donc une confusion totale entre le virtuel et l'actuel dans ces différents travaux. Et dans un ensemble de projets que Farooqui réalise par la suite, il va se concentrer davantage sur les différents programmes qui sont utilisés dans l'entraînement des soldats de l'armée américaine, mais aussi dans les thérapies pour soldats traumatisés, que je vais montrer par la suite avec quelques extraits. Donc, je vais changer le mode de plein écran par moment. Je ne montre pas finalement l'extrait de iMachine, mais je viens tout de suite à l'ensemble des vidéos que Farooqui a fait dans la série Serious Games. Dans Serious Games, Farooqui approfondit le rapport entre vrai et faux, entre l'action et sa simulation, entre être et apparence. Serious Games 1, Watson is Down, a été réalisé en 2010. Il s'agit encore une fois d'une installation vidéo avec deux écrans sur lesquels défilent deux images donc, de manière simultanée. En automne 2009, Farooqui filme un entraînement des troupes du Marine Corps Base 29 Palms en Californie, une des plus grandes bases d'entraînement américaines. Il s'agit principalement d'entraînement pour les guerres en Irak et en Afghanistan, et on voit donc les soldats dans les exercices de combat du programme Mojave Viper. On voit ici 4 Marines devant des écrans d'ordinateur, conduisant leur propre véhicule, regardant d'autres unités dans une animation 3D. Le programme est relié à des analyses géographiques et cartographiques en direct en Afghanistan. Les rues, arbres et autres éléments correspondent largement à ceux du paysage afghan. L'instructeur place des explosifs et des ennemis dans le paysage. Farooqui nous dit « When the tank drives over the fallow, it picks up a dust trail. The more vegetation there is, the less dust. On the asphalt street, no dust. Even with all this attention to detail,
death in the computer game is still something different than the real one. Je vais arrêter le partage pour vous montrer un extrait. Watson is down de Harun Farooqui. En espérant, vous me direz si vous avez bien le son de la vidéo. After I pass up the Marines, I'm going to get back on the road. Alright. They're going to set up an ambush on us. You got hills to your left. Have you left? About 300 meters. I got what to my left? That's what hills. Alright. Hey, there's a finger ahead of us. When we get up to it, I'm going to have me and myself and Bravo push up, provide overwatch. Attaching entire 6 meters. 586. You may not delete other players. Yeah, I don't know what that said. Whoa. The game Hold ended up, on we got a glitch. Hey, there's a tank in front of us. 12 o'clock. Where? You see him, Mackie? 12 o'clock to the he's over vehicle. there, he just Like the went behind vehicle. there. Look at the vehicle. Where? Over there. Hey, Charlie, sweep around to my left and right hand belt. Alright. Try to hit from the side. Reloading. Hey, they took out the tank. Air did. Yeah. No, they should have took out the first one. That would have been good. En 2010, Harun Farooqui réalise Serious Games 2, 3 Dead. À nouveau, à 29 pounds, Farooqui assiste cette fois-ci à un exercice dans le paysage californien, dans ce qui est appelé Combat Town. Le Combat Town a été construit sur une surface de 8100 mètres carrés. Il s'agit d'une reconstitution d'un village du Proche-Orient dans lequel se trouve le décor d'une mosquée, par exemple, de rues, de bâtiments, avec des personnes qui vont improviser, des acteurs qui jouent des bombes, des sortes de bombes artisanales et de nombreux donc, autres figurants, déguisés en afghans ou militaires américains ou encore irakiens. Lorsque Farooqui filme, il y a approximativement 300 figurants représentant un mélange de la population afghane et irakienne. Quelques douzaines de Marines étaient demandés de faire des patrouilles ce jour-là. On avait l'impression, nous dit Farooqui, que la réalité avait été remodulée d'après des animations 3D. نفسه نفسه يا ابو تشريف مقلبه جيب جيب IP is EMP. New Zealand Delta suggested British suggested.
Pour Serious Games 3, Immersion, Farokhi filme une session à Fort Lewis, proche de Seattle, où l'on soigne des vétérans de guerre souffrant sous le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ou trouble de stress post-traumatique. En fait, il ne s'agit pas d'une session thérapeutique, mais d'une démonstration réalisée par les créateurs de la technologie utilisée lors de cette thérapie. Virtual Reality Exposure Therapy avec a Virtual Iraq. Les soldats sont confrontés à des expériences de la guerre dans des environnements et réalités virtuelles via cette technologie. Donc, il s'agit finalement d'une scène de thérapeutique jouée par des acteurs ici, donc des acteurs qui jouent des militaires traumatisés. Les patients fictifs racontent des scènes de guerre traumatisantes qui sont visualisées sur les écrans via Virtual Iraq, le programme de simulation. $60. So we were given our assignment that morning that we were going to be clearing this town, and it was really kind of one of my first assignments to start with. And so we load up and roll out, and I'm also kind of excited because I've been training for this, but at the same time, like I don't know what's going to happen, and you hear stories about guys kicking in doors and getting blown away and stuff, and of course I don't want that to happen. So we get out there and we start getting split into teams, and I get paired up with Jones, and Jones and I are supposed to go around the city, and there's like posters and propaganda and shit everywhere, just up on the walls and stuff, and not really a big deal. I mean, now I know it was a big deal because stay with it. Tell me what's happening now. Okay. You and Jones are so in the city. We're going out, and I'm hearing these other units kicking in doors and going in, and but nothing's really happening. So give me a rating now, 0 to 100. 60. All right, you're doing great. Tell me what's happening now. So nobody's on the street and everything's just fine. And so Jones is finally saying, look, this will go faster if we split up, and you go take that side of the street, and I'll take this side of the street, and so and we're not supposed to do that. You're supposed to stay with your What are you thinking when you're saying split up? Well, I'm thinking he's been out here longer than I, and things you learn in training sometimes that don't really apply when you're deployed. But I'm like thinking, fine, I guess, but I'm a little nervous. But again, it doesn't look like there's any problems. They haven't really had any resistance or anything. So I'm like, fine. Plus he kind of outranked me. I'm just PFC. And so I'm like, fine. So he goes to the other side of the street, and which is actually like over here. And then, so I'm over. Whoa. Anyway, this is moving around. Okay. You want to look straight ahead, and I'll set it back for you. Okay. So, I actually go to this one area that's hard to get to right now, but. That was a little, kind of secluded. It kind of turned in a little, courtyard area because there were some posters in there. And just seriously, as I go around the corner, I hear like this explosion, and I'm like, shit, that's not what I think it is. And so, I'm like, I turn around really quick, and I go and look to see. I can't see where Jones is at, and he's not there. And I'm like, what the hell? So I sprint over there, and I can't even see that anymore, but I sprinted over to where he was at, and I'm trying to find out, what happened, and there's smoke, and it's just like, just totally. You're doing great. Tell me what's happening. What do you see when you go to Jones? So I get over to where he's at, and it's. Dans cette série Serious Games, Farokhi se concentre sur les différentes images qui caractérisent les technologies militaires contemporaines.
Il analyse les images au croisement du jeu vidéo et de la simulation utilisées lors de l'entraînement des soldats, ainsi que ces mêmes images utilisées dans les thérapies par exposition destinées aux militaires traumatisés. Dans son ouvrage Biopolitical Screens, Pasi Veliao se concentre sur ces technologies. Elle étudie les différents écrans considérés comme des interfaces entre un sujet, une technologie et la visualité, cette dernière renvoyant aux conditions de l'acte perceptuel. Veliao se réfère au fonctionnement des jeux vidéo de type jeu de tir à la première personne, pilotage de drones militaires et dispositifs utilisés dans les thérapies destinées aux soldats montrées par Farooqui. Selon Veliao, les technologies que montre Farooqui dans son travail pointent les nouvelles temporalités engendrées par le modèle d'un cerveau néolibéral. Veliao parle d'une visualité préemptive caractérisant notre perception et dont le pilotage des drones militaires serait paradigmatique. Pour Veliao, les guerres actuelles sont marquées par des actions anticipatrices, suivant le modèle de la cognition automatique qui repose sur des présomptions. Pour lui, les technologies de drones et son contrôle à travers les écrans favoriseraient les sentiments de menace et ainsi aussi le passage à l'acte, avec des gestes préventifs qui dépendent donc de suppositions. À ce moment-là, la menace ne viendrait plus du champ visé, mais des affects et des impulsions de celui qui vise. On voit ici chez Veliao la distinction de deux temporalités, comme chez Virilio. Si le fonctionnement des technologies de drones sera emblématique d'un pouvoir anticipateur, les technologies immersives qui sont utilisées dans les thérapies, comme montre Farooqui, destinées aux vétérans de guerre, relèveraient de la manipulation de la mémoire. Le passé sera alors ressenti comme étant extérieur au sujet, avec un phénomène que Veliao nomme le passé contingent. Selon Veliao, je le cite, « Virtual Iraq est un exemple de la rationalité gouvernementale qui prend en charge les processus de subjectivation en modulant la capacité du cerveau à configurer le monde tel qu'il transparaît dans la mémoire affective. » Pour Veliao, Farooqui nous montrerait donc un sujet qui devient manipulable et adaptable. Dans Le conflit des perceptions, Elsa Boyer se concentre également sur le rapport entre réel, virtuel, perception et modélisation chez Haroun Farooqui. Mais selon Boyer, les films ne donnent, je la cite, les films ne donnent pas à voir la captation du regard des soldats par le virtuel et ces modélisations, pas plus qu'ils en dénoncent la fusion entre réel et virtuel. Plutôt en associant les dispositifs d'entraînement de guerre et de thérapie de traumatisme de guerre, Farooqui pointerait bien je la cite, une inquiétante synchronisation de différentes temporalités au sein d'un même vécu. Pour autant, son travail ira au-delà et ne s'y limitera pas. Dans les différentes images de Farooqui, on voit également les contextes, les dysfonctionnements, les gestes des soldats et d'autres éléments qui participent à se concentrer plutôt sur l'attention, plutôt l'attention que l'illusion. L'attention implique des notions de conflit entre différents stimulés, selon Boyer, et pointe moins vers l'idée de synchronisation que vers un certain type de perception artificielle. Par cette perception, il n'est pas tant question de reproduire des événements du passé vécus par les soldats, mais plutôt de les répéter. Une répétition qui n'est jamais qu'une simple synchronisation entre le passé et le présent. Donc, dans ce travail, une temporalité plutôt posant sur la répétition émergerait, selon Elsa Boyer. Un travail qui se concentre sur les différentes, donc les technologies qui permettent aussi d'être à distance, dans une certaine distance par rapport à la guerre, au champ de bataille chez Farooqui, donc à la fois dans reconnaître, poursuivre autour des missiles, des caméras dans les têtes des missiles, et aussi les programmes d'entraînement et des thérapies, des écrans et Virtual Iraq. Un questionnement de la temporalité, la technologie militaire émerge également dans différents projets de l'artiste israélien Omer Fast, et notamment dans son film 5000 Feet is the Best de 2011.
Dans ce travail, Fast se concentre sur la figure de l'opérateur de drone déchiré entre perception humaine et cognition machinique, entre distance et proximité, face aux événements de la guerre. Ce film articule la notion de trauma et de perte de sens dans des contextes où les enjeux actuels et virtuels de la guerre sont difficiles à distinguer, sans pour autant aller jusqu'à l'idée de déréalisation. Pour commencer à parler de ce travail, je vais vous en montrer un extrait. $5,000 feet's the best. We love it when we're sitting at 5,000 feet. You have more description. Plus, at 5,000 feet, I mean, I can tell you what type of shoes you're wearing from a mile away. I can tell you what type of clothes the person's wearing, like they have a beard, their hair color, and everything else. So they're very clear cameras on board. We have the IR infrared, which we can switch to automatically, and that'll pick up any heat signatures or cold signatures. I mean, if someone sits down, let's say, on a cold surface for a while and then gets up, you'll still see the heat from that person for a long time. It kind of looks like a white blossom just shining up into heaven. It's quite beautiful. I mean, heck, if you see somebody light up a cigarette on there, that's a huge beacon. You just see a very white glow coming from that area. And you're just on a preset path flying a circular orbit, watching them as they're smoking from about 2 to 3 miles away. You could be following them and they wouldn't hear you nor see you. And I'll set the laser on a spot. You'll see a box pop up. And what it does is it locks in those pixels as we're circulating. And the computer will figure out the trajectory, the distance, and the speed, and come up with an estimated time that it would take for the missile to impact. The pilot will get all the clearances that are necessary to fire. He'll release the missile, and I'll guide it in onto its target. $5,000 feet is the best repose sur des entretiens que l'artiste a menés avec un ancien opérateur de drone Predator de l'armée américaine. Avec l'aide d'acteurs, le film reconstitue l'entretien de façon décousue dans un hôtel de Las Vegas, que l'on voit ici. Les scènes sont interrompues par des vues aériennes, comme celles que nous venons de voir, commentées avec des détails techniques sur la technologie des drones. La discussion entre l'artiste et l'opérateur se répète 3 fois avec de légères différences. 3 histoires sont racontées par l'opérateur et mises en scène avec d'autres acteurs dans différents décors. Il s'agit d'histoires étranges, parlant de la tricherie, du mensonge, de l'imitation. Farooqui mélange des éléments factuels et de fiction. Par ailleurs, tout semble faux. L'entretien est mené par un acteur, donc ce n'est pas l'artiste. Et ici, on voit donc un faux opérateur de drone qui prend la parole de l'opérateur de drone qu'a rencontré Omer Fast. Dans son ouvrage Théorie du drone, Grégoire Chamaillot explique que l'opérateur de drone, qui est donc impliqué dans les guerres contemporaines, est à la fois au plus proche des événements de la guerre en tant qu'acteur principal, mais il en reste simultanément à distance, appartenant à 2 régimes moraux très différents. Je les cite. Par eux, donc les opérateurs de drones, passe la contradiction de sociétés en guerre, au dehors, mais vivant en dedans, comme si elles étaient en paix. Eux seuls sont dans les deux, précisément à la charnière de la contradiction, écartelés sur place entre les deux pôles. L'opérateur de drone, qui est mis en scène ici par Omer Fast,
et ainsi déchirer entre perception humaine et cognition machinique, entre distance et proximité face aux événements de la guerre. La structure du film, comme je l'ai évoqué, est décousue. Il y a différentes séquences qui se succèdent, l'entretien est coupé par moments. Et Omer Fast va structurer le film selon une temporalité qui est celle inhérente au trauma, avec des répétitions, des disjonctions, des dissociations. En même temps, donc, à la fois, je vois ici le renvoi au trauma que nous venons aussi d'évoquer en rapport avec Haroun Farrouki, et en même temps aussi à une société avec une surabondance, une époque de surabondance d'images et d'informations. Surabondance informationnelle qui résulterait avec ce trop plein d'informations en à la fois donc une hypermnésie et une amnésie. Dans ce travail, Omer Fast se concentre à la fois sur les technologies militaires, la guerre à distance, et en même temps, il dit chercher des nouvelles modes de narration, des nouvelles manières de créer des narrations en cette société de surabondance informatitionnelle. Et cela se reflète donc dans la structure, avec, comme l'indique Laurence Sellers, l'intégration de la fragmentation, la répétition, la collision de points de vue multiples que l'on connaît des médias de Facebook, Instagram et YouTube notamment. En 2012, Omer Fast réalise un autre film qui se concentre sur les effets de la guerre menée à distance. Il s'agit de Continuity de 2012. Dans Continuity, Fast va mettre en scène une famille allemande qui vit visiblement dans une petite ville allemande et qui attend le retour du fils du terrain de guerre qui sera donc parti en Afghanistan. L'histoire ici aussi se répète et à chaque fois, il y a un autre fils que les parents vont récupérer à la gare. À nouveau, Omer Fast va mélanger le factuel et fiction et réaliser cette forme narrative qui repose sur la répétition. Et je vais montrer un petit extrait de la fin de ce film Continuity de 2012. Ja. Thorsten, bitte. Sag mal, wie kommst du hier an das Zeug ran? Ich würde gerne mal was kaufen. Thorsten, hör bitte auf. Lass mich bitte mit meinem Sohn sprechen. Ausgezeichnet. Sie hat Jahren verheiratet. Weißt du, was unser Geheimnis ist? Ich koche und sie putzt. Und am Wochenende tauschen wir. Auf dich.
Thorsten. Wach auf. Wo kommt das denn her? Katja. Katja, bitte. Wir kommen zu spät zum Bahnhof. Si la temporalité fragmentaire, le trauma est représenté chez Farooqui aussi à travers ces deux écrans où on voit donc à la fois Virtual Irak, les images simulées du terrain de la guerre, du champ de bataille, de ce que construisent les soldats, puis on voit les soldats eux-mêmes. Ici, chez Omer Fast, notamment dans Continuity, la superposition se fait dans le film même, à travers les personnages, qui sont tous et toutes étranges dans leur communication entre les discussions, dans leur communication, dans la manière d'agir, mais aussi dans une superposition de ces différents paysages, l'Allemagne et puis l'Afghanistan dans Continuity. Je vais arrêter le partage d'écran pour en faire un autre, pour conclure avec un dernier travail que j'aimerais vous montrer. Qui est un travail de groupe de recherche interdisciplinaire Forensic Architecture. Les images ici viennent d'une publication du catalogue d'exposition Images à charge exposition qui a eu lieu au BAL. Et donc, dans l'exposition et dans le catalogue d'exposition, dans le catalogue, il y a un texte d'Eyal Weizmann qui décrit un projet qui a été réalisé autour d'une frappe de drone, d'une attaque de drone au Waziristan, à la région frontalière pakistanaise. Il s'agit ici d'une approche pour moi complètement différente de celle de Omer Fast, pas tant que ça peut-être de Haroun Farooqui, mais qui questionne également les régimes de visibilité. Mais d'une autre manière aussi, des manières de faire de questionner les écrans, les technologies militaires, tout en peut-être en les utilisant. Donc il s'agit, le texte publié dans le catalogue d'exposition s'intitule Decoding Video Testimony, Miranshah, Pakistan, mars 30, 2012. Eyal Weizmann précise que le militaire pakistanais contrôle donc le Waziristan, les entrées et sorties dans ce territoire contesté par des forces autonomes, avec une interdiction totale des appareils électroniques, ce qui inclut donc les smartphones,
les GPS, les appareils photo. Donc, c'est ce qui rend très difficile la documentation des frappes de drone. Donc, ici, on est peut-être, contrairement à l'idée d'une omniprésence, à cette visibilité totale, plutôt dans l'ombre de ce qu'on pourrait peut-être échapper aussi au regard et aux écrans. Donc, il y a, en rapport avec les frappes de drone au Waziristan, notamment un fort blocus médiatique exprimé par Ariel Weizmann. Les seules sources photographiques disponibles à l'époque du travail, explique Ariel Weizmann, sont des images satellites en accès libre dont la résolution ne permet pas d'analyser les effets des frappes de drones. Weizmann explique que les drones sont équipés de missiles avec retardateur, de manière à ce que le missile va exploser seulement quand il est à l'intérieur du bâtiment. L'explosion se fait à l'intérieur du bâtiment et dans le plafond donc, du bâtiment, on voit seulement un petit trou, celui de l'entrée du drone, ce qui rend encore plus difficile de voir, d'analyser les effets des frappes de drone. Je cite Weizmann. Les défis pour les experts consistent donc à repérer la cavité dans un toit alors que son diamètre vu d'en haut est généralement inférieur à la taille d'un pixel de l'image satellite. Je cite encore, le pixel est le nouveau moduleur, mais contrairement à un module architectural visant à aménager l'espace en fonction des dimensions du corps humain, ici, il a été calibré pour effacer les individus d'une possible représentation. Donc, à la fois donc, la résolution image qui a été fixée par rapport à la protection de la vie privée, mais la résolution des images satellites qui a des conséquences directes donc, sur la représentation des attaques de drones. Dans les images que vous voyez ici, on voit donc les effets d'une frappe de drone le 30 mars 2012 à Miranshah, au Waziristan Nord, qui a fait 4 victimes. Le groupe, donc Forensic Architecture, a réussi à avoir un témoignage vidéo de 22 secondes, des témoignages et documentations qui sont donc très rares. Forensic Architecture a pu localiser la ville et le bâtiment et reconstruire des espaces intérieurs qui ont été atteints. Une partie des murs ont été criblés d'impacts de balles. Or, d'autres sont restés intacts. Ah, j'ai oublié de mettre l'image. En tout cas, l'image que je voulais vous montrer montre les parties du mur qui ne sont pas criblées de balles. Et donc Weizmann explique que le mur a fonctionné comme une pellicule photo, un négatif exposé à la lumière portant l'empreinte des corps. Donc ici, il s'agit d'une analyse des régimes de visibilité et de visualité qui vont permettre, et le potentiel de la modélisation postérieure pour comprendre un événement. Forensic Architecture met en œuvre une analyse forensique des effets de la guerre actuelle et questionne ce qui est visible et ce qui reste invisible, ce que nous voyons et ce que nous pouvons en tirer comme conclusion. Donc, selon moi, les images ici donc, autour de Forensic Architecture, mais aussi des images que nous avons vues en rapport avec le travail de Omer Fass et d'Haron Farouki, qui sont donc en lien avec la technologie militaire, devraient être considérées en rapport avec les questions de visualité, les images inhérentes aux technologies militaires, à la fois, donc analysées à la fois selon leur faculté de moduler nos capacités perceptuelles et sans leur capacité à définir nos réalités sociales dans la lignée de la visualité telle que l'a définie Nicolas Murtsov. Il me semble que dans l'écran total, les artistes qui ont été choisis, qui vont donc pouvoir être présentés, questionnent également donc, à la fois le rapport entre virtuel et actuel, les risques de déréalisation, mais aussi la visualité contemporaine
Et donc, j'ai bien hâte de découvrir le travail à distance à travers les écrans, comme je ne vais pas pouvoir être à Montréal. Et je vais m'arrêter là en vous remerciant encore de votre attention. Merci beaucoup, Anne. Peut-être arrêter le partage d'écran pour qu'on voit tout le public. On a quand même plus d'une quarantaine de personnes présentes. Donc, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante.